Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la nouvelle émission des Clés de la Rénovation. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est consommer autrement, par où commencer. On vous accueille aujourd'hui dans nos nouveaux locaux. Vous voyez, on a une vue sur l'extérieur. J'espère que ça vous satisfera comme ça nous satisfait aussi à nous. On accueille aujourd'hui nos deux invités qui vont aborder le sujet de la consommation. Avec nous aujourd'hui, Anne-Laure Blaise qui nous vient de Lille, qui est chargée de mission économie circulaire à la MRES de Lille. Je te laisserai définir l'acronyme. Et Thibaut Turchet qui travaille à Zero Waste France et qui est responsable des affaires juridiques à Zero Waste France. Bonjour à vous deux et merci de nous avoir retrouvés. Je vais vous laisser vous introduire votre poste, votre structure et nous expliquer un peu le périmètre de vos actions. Je vous laisse la parole. Honneur à Anne-Laure Blaise. Oui. Alors donc Anne-Laure Blaise, chargée de mission économie circulaire à la MRES, donc la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. C'est une association de loi 1901 et tête de réseau associative qui réunit 120 associations qui travaillent sur le champ de l'environnement et des solidarités et qui fête ses 40 ans cette année. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Merci pour elle. Et nous sommes basés à Lille. Voilà. Mais notre action va sur l'ensemble des Hauts-de-France. Voilà, région. Mon poste à moi, donc chargé d'économie circulaire, mon rôle principal, c'est d'accompagner des collectivités qui souhaitent s'engager dans des démarches autour de la thématique de l'économie circulaire et notamment du zéro déchet. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci. Je te laisse la parole, Thibaut. Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis responsable des affaires juridiques à Zero Waste France. C'est une association qui a été créée en 1997, dont l'objet est la promotion de la prévention des déchets, de la préservation des ressources naturelles, et puis globalement la transition vers une économie dite circulaire. On pourra revenir sur ce que ça signifie. Moi, mes fonctions sont donc liées autour des aspects juridiques de la gestion des déchets. Ça va de la gestion des contentieux locaux, parfois, qui nous opposent à des collectivités, des industriels, jusqu'à la modification des réglementations applicables au secteur, puisque le secteur des déchets est évidemment encadré par une fiscalité au niveau national, une réglementation très précise. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'elle évolue pour favoriser la réduction des déchets et aussi en partie le recyclage. Voilà. Donc faire avancer la loi. D'accord, très bien. Alors on le voit, on commence à le pressentir dans ta présentation, Thibaut. La consommation, c'est quelque chose, c'est une notion qui est assez large. Donc toi, tu vois, tu viens d'introduire la notion du déchet, qui est assez centrale, effectivement, puisque la consommation entraîne effectivement de la production de déchets, mais ça n'est qu'une partie du sujet, on va dire. Évidemment, ça nous occupera probablement un petit moment dans cette émission, notamment parce que je ne sais pas si tu l'as dit dans ta présentation, mais tu es aussi animatrice des défis zéro déchet sur Lille. Donc l'année dernière, donc pour l'année 2018-2019, j'ai animé le premier défi métropolitain donc sur la métropole européenne de Lille, défi zéro déchet. Et donc on a accompagné 350 familles pendant 6 mois pour les amener à réduire leurs déchets, et donc du coup avec l'objectif de réduire de 30% leurs déchets non recyclables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles l'ont réduit de 37% en moyenne. En moyenne. En moyenne. Okay. Ouais. Et c'est sur une durée de combien de temps? De 6 mois. De 6 mois. Okay. On reviendra sur ce sujet aussi probablement, qui est l'effort aussi, et puis le processus que nécessite un changement de comportement durable des pratiques de consommation de manière générale. Sans plus tarder, on entre un peu dans le sujet avec une question d'introduction que je souhaiterais vous poser pour amorcer un peu aussi la thématique, et puis surtout pour connaître votre point de vue. Aujourd'hui, on sent un sentiment un peu d'urgence à changer peut-être notre mode de consommation, notre mode de développement. Bon, voilà, c'est quand même assez complexe. De votre point de vue, pourquoi est-il urgent de changer les modèles de consommation, et peut-être commencer à amorcer aussi un peu des éléments de réponse sur comment y parvenir de manière assez globale. Thibaut, je te laisse prendre la parole. Ouais. Alors moi, pour ma part, l'aspect qu'on voit le plus, c'est évidemment la production de déchets, notre consommation individuelle et puis
collective, parce qu'on peut parler aussi du BTP, de l'industrie, produit en tout cas pour la France énormément de déchets. Au total, on est à presque 345 millions de tonnes de déchets par an, tous secteurs confondus. Donc un Français, c'est 5 tonnes de déchets par an, et plus précisément sur ces déchets ménagers, autour de 580 kilos quand on inclut tout. Donc c'est considérable, et tout ça est lié en fait à notre consommation quotidienne, et puis globalement toutes les activités des entreprises et des industries qui permettent de satisfaire la consommation finale, même s'il y a du business to business. Donc ça, c'est un aspect évidemment très important. Il y a un aspect énergétique aussi. On sait que le mix énergétique français et globalement dans le monde est quand même très fossile, hein, que ce soit le pétrole, le nucléaire, etc. Donc c'est quand même deux aspects qui, a priori, doivent convaincre la collectivité de changer le mode de production, mais aussi de ce fait le mode de consommation, la demande. Merci pour ces éléments de réponse. Anne-Laure, est-ce que la question te suscite une réaction particulière de ton côté? Moi, de mon point de vue, ce que je pourrais rajouter, bien que Thibaut ait déjà dit beaucoup, de façon générale, la façon dont on consomme là sur les dernières décennies, de toute façon, n'est de toute façon pas durable. Donc il est nécessaire, c'est même pas urgent, c'est qu'il est nécessaire qu'on change nos façons de consommer et nos façons de concevoir notre consommation. Bon. Alors merci pour vos réponses. Ce que j'entends aussi, c'est... Alors toi Thibaut, vous avez une entrée qui est quand même orientée collectivité, aspect aussi réglementaire, lobbying, donc on voit bien, et toi tu as une approche plutôt aussi consommation, comportement individuel, donc on voit bien qu'il y a quand même ces deux dimensions-là, et que l'une n'avance pas sans l'autre, et je pense que en répondant aux questions que nous ont posées les internautes, on va quand même rentrer un peu dans le détail et les enjeux de cette question de la consommation. Alors, sans plus tarder, on rentre un peu dans le vif des questions que vous nous avez envoyées par l'intermédiaire de la plateforme du Clair et des clés de la rénovation. On va commencer, alors on l'a pas fait exprès, mais la première question nous vient de Julie de Montreuil. Je dis ça parce que le Clair est basé à Montreuil. Julie qui nous dit bonjour, j'aimerais me diriger vers le zéro déchet. Mais tout changer d'un coup me semble difficile. Avez-vous une méthode à me suggérer pour y arriver, pour y parvenir? Quelqu'un prend une première réponse? Je me lance. Comment commencer? En fait, il n'y a pas de méthode à proprement parler. Le meilleur conseil que je pense pouvoir vous donner, c'est d'essayer déjà d'identifier ce vers quoi vous pourriez aller, c'est-à-dire identifier peut-être une pièce de la maison dans laquelle vous vous sentez de faire peut-être de changer vos habitudes dans cette pièce-là. Je ne sais pas si vous vivez en famille, si vous avez des enfants. Parfois, commencer par la salle de bain permet d'aborder la question des produits cosmétiques, des habitudes, c'est plutôt d'ordre sanitaire. Parfois, on commence par le frigo parce que l'alimentation, c'est plus simple, parce on se dit qu'on a peut-être un peu de temps à consacrer à faire la cuisine, peut-être avec ses enfants, plus cuisiner soi-même, acheter moins de choses déjà faites, déjà suremballées. Commencer par un petit coin de la maison et puis progressivement avancer, et puis essayer d'intégrer aussi tous les membres de la famille. Parce que un seul sur une famille, ça n'est pas suffisant. Il faut que l'ensemble des membres y participent. Donc ce qu'on comprend là, c'est qu'effectivement face à cette espèce d'injonction de changer sa consommation, son mode de consommation, on est quand même face à quelque chose qui est assez complexe à saisir. Il faut trouver des premiers gestes, des premières pratiques à changer, et que finalement, la méthode que tu proposes, c'est plutôt de regarder son quotidien, son mode de vie, d'essayer sans l'analyser, en tout cas de repérer les zones de consommation, les leviers, les petits leviers, les grands leviers de changement, et d'y aller étape par étape.
il me semble quand même. Alors, est-ce qu'il y a une réaction du côté de Thibaut? Je veux pas accaparer la parole. Mais... Non, je pense qu'il faut être conscient que quand on change une habitude, c'est pas toujours évident, et que tout changement d'habitude peut créer un petit moment de friction quand évidemment ça change. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux y aller pas à pas, parce qu'il n'y a rien de plus dommage que de perdre une personne qui voulait s'engager, mais qui le fait trop vite, trop fort, et qui en fait laisse tout tomber, et qui ne revient plus vers ce sujet de la consommation et de l'environnement, parce qu'elles se sont dégoûtées de ça. Donc, il faut mieux faire des effets cliquets, ne plus revenir en arrière une fois que quelque chose est enclenché, que de vouloir tout faire et en fait tout bazarder parce qu'on s'est égaré dans ce chemin. Oui, c'est ce qui est intéressant justement dans la vision des petits pas, c'est que c'est justement la progressivité. C'est ce que ça évoque. Il faut y aller étape par étape, parce qu'effectivement, c'est contraignant de changer ses habitudes. Je sens que tu veux réagir, mais du coup, j'aimerais... alors, il n'y a peut-être pas de méthode, mais il y a des guides. Oui, bah, il existe un certain nombre de livres, un peu témoignages, écrits par des personnes qui sont passées... par là, enfin qui aujourd'hui estiment avoir fait déjà en tout cas un bon bout de chemin, se revendiquent ou pas d'ailleurs de la démarche zéro déchet, et donc ça peut être intéressant d'emprunter, du coup c'est peut-être mieux de passer à la bibliothèque et d'emprunter un livre sur le sujet pour voir un petit peu et se nourrir des expériences des autres. Ou pourquoi pas de participer à un concours de participer à un défi zéro déchet, parce que c'est vrai que bon, alors du coup dans la formule que nous avons proposée à la métropole européenne de Lille l'année dernière et nous continuons à proposer à d'autres collectivités maintenant, c'est toujours de fonctionner en fait par équipe, et donc on propose aux familles de constituer des petits groupes, des petites équipes entre elles, voilà, de 5 à 10, 15 familles parfois, et donc ce sont soit des voisins, soit des collègues, soit des amis qui se réunissent et qui échangent en fait sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, sur leurs réussites, et ça permet voilà, bah, du coup de bénéficier de l'expérience des autres, de s'en nourrir, et puis d'échanger, et puis de valoriser aussi son propre vécu, parce qu'on est toujours content quand voilà, on a mis un petit moment à faire accepter le fait que bah, le dentifrice ne sortirait plus d'un tube, et qu'au bout de 6 mois, bah, toute la famille y est passée et que tout le monde l'a accepté. ça me rappelle. Alors, il y a des guides qui existent du coup pour accompagner. Donc là, on répond un peu à la question de Julie. Donc il y a peut-être pas une méthodologie qui est déjà toute faite, parce que justement, c'est à vous, c'est à chacun de nous de se la construire, sa propre méthodologie, sa propre logique d'évolution et de progression. Mais par contre, il y a des guides. Il y a quelques guides. Donc, tu as cité certains bouquins comme La famille presque zéro déchet, ou d'autres que je connais pas moi-même forcément, mais il y en a pas mal et de plus en plus. Mais si vous avez l'occasion de participer près de chez vous à des démarches d'animation de défis de sobriété zéro déchet, sachez que la plupart du temps, on vous remet des guides. Avec des étapes. En général, il y a une 50aine de conseils, d'éco-gestes qu'on peut mettre en place selon les domaines de pratiques de consommation. Et donc ça peut aider. Mais c'est à vous, c'est toujours à la personne de faire son parcours. Et ça me rappelle que Zero Waste avait produit aussi un guide plutôt à l'attention des collectivités sur animer des familles ou des démarches zéro déchet, enfin collectivités et groupes de citoyens aussi. Tout à fait, on a un guide qui s'appelle Organiser un défi famille zéro déchet, qui donne un petit peu les outils pour animer ce genre de défi, sachant qu'aussi on a des groupes locaux en France, on a une 50aine aujourd'hui, donc passer à l'action, c'est aussi parfois rejoindre des collectifs, des assos, on en a beaucoup en France, parce que la convivialité est un élément qui ressort vraiment fortement dans le passage à l'action. Donc rejoindre les assos tout simplement, aussi pour la Montreuil-Oise que Julie est, il y a un groupe local parisien qui sera ravi de l'accueillir. Voilà. Ça, c'est important de le rappeler, effectivement. C'est toujours plus facile en collectif et ça fait beaucoup plus sens et ça marche mieux. Notamment parce qu'on essaie quand même de passer de l'individuel au sociétal. On va pas trop s'étendre sur la réponse parce que du coup on est en train de donner des éléments de réponse à d'autres questions, mais on reviendra probablement sur quelle modalité d'engagement en dehors de ma pratique de consommation, de mon foyer, de ma vie personnelle, comment je peux m'engager plus politiquement. Gérald de Mulhouse qui nous demande comment s'y retrouver dans toutes les étiquettes présentes sur les produits et les labels environnementaux
Pouvez-vous me donner des repères pour s'y retrouver? Et une question sur le numérique, y a-t-il de bonnes applis pour faire ses courses? Donc là-dessus, on en a un peu discuté, on était d'accord sur le fait qu'on n'est pas forcément expert en la matière, mais voilà, il y a quelques éléments de réponse quand même. Je te laisse commencer peut-être Anne-Laure sur les quelques labels un peu connus par tout un chacun, mais du coup en reparler, et aussi d'autres pistes que les labels peut-être, comme les circuits courts ou des choses comme ça. Oui, alors par rapport aux labels environnementaux, moi ce que je connais le mieux en tout cas, ça va être le label bio, qui est donc il y a le label français puis il y a le label européen. Il y avait le label Nature et Progrès aussi. Progrès, oui. Voilà, mais après. En définir, enfin en nommer d'autres serait difficile. Ce sont les principaux en fait. Après on a le label Déméter sur la biodynamie, mais on va dire que c'est les 3 principaux qu'on trouve sur les produits de grande consommation. Voilà. Et puis ensuite il y a l'agriculture qu'on dit raisonnée, mais c'est pas un label. Voilà. Et du coup, la meilleure façon d'accéder à l'agriculture raisonnée, c'est de savoir comment est produit le produit, et ce qui fait lien avec ce dont on parlait. En fait, c'est plutôt sur les lieux d'achat qu'on va pouvoir vous aiguiller, et notamment sur les lieux dans lesquels vous pouvez vous fournir en produits de proximité, les produits locaux. Et donc, du coup, parler peut-être des circuits courts, qui sont du coup des circuits de distribution qui limite le nombre d'intervenants entre le producteur et le consommateur, voire de la vente en direct. Et donc là, vous avez différentes façons d'y accéder. Ça dépend de où est-ce que vous habitez et ce qui est mis en place sur votre territoire. Mais bon, peut-être celle la plus simple, c'est de savoir s'il y a un marché et que vous pouvez vous y rendre. Vous avez en règle générale des producteurs qui viennent vendre directement leurs produits et qui sont donc en mesure de pouvoir vous parler de leurs produits, de la façon dont ils les ont produits, voilà, et de la qualité qu'ils y consacrent. Vous avez les AMAP aussi, qui vont vous permettre voilà, régulièrement de pouvoir avoir des lots de produits locaux, de saison. Voilà, et ce qui est bien avec les AMAP, c'est que ça permet aussi à des producteurs de se structurer ensemble pour permettre de donner une offre voilà, plus importante en produits. Vous avez les magasins de producteurs aussi, il y en a un certain nombre qui existent sur les territoires. Voilà. Et puis après, vous avez des initiatives, soit nationales, soit locales. On pense à la Ruche qui dit oui, la Cagette. Nous, dans le Nord, il y a le court-circuit qui existe aussi. Et donc, c'est des sites internet sur lesquels vous pouvez commander vos produits. Ce sont les produits de producteurs qui, en règle générale, vous renseignent aussi sur la qualité de leurs produits. Et puis, vous pouvez effectivement identifier là où est-ce qu'ils sont produits. Donc, ça vous permet d'avoir un vrai retour sur ces produits-là, et puis la dimension environnementale. Puis c'est l'occasion pour la peine. Alors effectivement, on n'a pas botté en touche sur cette question, mais par contre, on a fait un pas de côté et on s'est dit, sur les labels, les étiquettes, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et par contre, il y a aussi des produits sans label, sans étiquette. Alors sans label, très souvent quand même les circuits courts, les producteurs sont plutôt en bio, en agriculture bio, mais pas toujours. Et ils peuvent aussi l'argumenter, et c'est argumentable. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir que l'agriculture raisonnée n'est pas un label, mais c'est justement une relation de confiance. Donc mieux vaut connaître le producteur ou la productrice, ou les producteurs très souvent, et discuter avec eux, et vous faites votre idée en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de cette étiquette ou de ce label. Merci pour toutes ces plateformes, ces solutions proposées en ligne. C'est vrai que le numérique vient quand même pas mal outiller ces logiques de circuit court. Donc ce que j'entends là, c'est qu'il y a des plateformes qui sont connues nationalement. La Ruche qui dit oui, la MAP a son site national aussi, et ses sites régionaux, dans lesquels vous retrouvez les groupes. Près de chez vous, il y a probablement des groupements d'achat qui se structurent. Pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais, il y a un site qui s'appelle Où acheter local. Où acheter local. Ça. Alors je ne sais pas si dans d'autres régions ça existe aussi. Et du coup, ce site-là, ça s'écrit littéralement Où acheter local. D'accord. Oui. Et ce site-là référence l'ensemble des points de vente où vous pouvez acheter local. C'est autant de la vente en direct que des magasins de producteurs. Que des magasins de producteurs, etc. Donc c'est voilà, on voit bien que là il y a un mix
de solutions. C'est aussi à vous de trouver celle qui vous convient le mieux, en termes pratiques, en termes de qualité et d'approvisionnement. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur cette question? Non. Parce que je pense qu'on a eu une réponse exhaustive, en tout cas. En l'état, on n'avait pas grand-chose à rajouter. Peut-être rappeler, appuyer sur le fait que dans ces logiques de circuit court, on vient aussi se confronter à la question de la production. Donc la consommation, c'est une chose, et ça vient un peu répondre à comment être acteur de sa consommation, mais c'est aussi en ayant une connaissance plus fine des logiques de production, des logiques de distribution. Et juste une dernière chose, et je vous le dis comme ça parce que j'en fais l'expérience moi aussi en tant que consommateur en circuit court. L'ADEME, l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie, a participé à produire ou à financer des études sur les circuits courts et sur l'impact environnemental des circuits courts. Il y a des conclusions contre-intuitives. Le circuit court est en termes carbonés pas forcément mieux que le circuit long, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas trouver une solution qui est meilleure que le circuit long, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on fait du circuit court qu'on décarbone notre consommation. Donc c'est important de le savoir et donc d'interroger les logiques logistiques dans ces circuits de distribution et d'aider vos producteurs aussi à économiser un peu d'argent sur leurs déplacements. Où en étais-je? Samuel de Bagnolet. Encore la région Île-de-France. Je vous promets, après, c'est terminé. Sauf la prochaine question de Jean de Paris. Samuel qui nous dit « Bonjour, consommer autrement ou consommer moins ?» Ça sent la provocation. Ça sent la question difficile. Les deux, mon général. Il y a évidemment, pour nous en tout cas en tant que Zero Waste France, une dimension de consommer moins, ce qu'on appelle assez pudiquement la sobriété à l'heure actuelle, en tout cas en France. Ça c'est évident, on ne réglera pas le problème environnemental qui est d'une ampleur monumentale. Les chiffres qu'on évoque sont assez monstrueux, déchets, énergie, etc. Sans consommer moins, ce qui passe par la remise en question de certains besoins. Les choses les plus évidentes sont tous les gadgets aujourd'hui qui nous entourent. Est-ce qu'on a besoin d'une montre connectée? Est-ce qu'on a besoin d'une cafetière monodose? Est-ce qu'on a besoin d'un certain nombre de gadgets pour les choses les plus symboliques qui ont quand même un impact. Donc consommer moins, c'est évident. Revoir ses besoins. On pourrait parler du poids des voitures, par exemple. Là, il y a aussi une dimension d'efficacité. Est-ce qu'on a besoin de berlines qui pèsent 1,5 tonnes quand on roule à 50 à l'heure en ville? C'est vrai que je me souviens qu'il y a eu une époque, il y a 20 ans de ça, où la Twingo, c'était l'avenir de la voiture. Et oui. Toute petite voiture, citadine, qui prenait pas de place, qui consommait pas beaucoup. Et puis maintenant, on a des SUV, c'est ça? SUV. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Que les constructeurs promeuvent comme quelque chose de plus adapté à la ville, qui devient invivable selon eux, avec plein de dodanes, etc. C'était une émission sur l'automobile qui faisait la promotion. Donc clairement, il y a cette dimension-là de consommer moins. Après, il y a aussi une dimension de consommer autrement, c'est-à-dire satisfaire en tout cas les besoins vitaux qu'on a, s'alimenter, se vêtir, se loger. Ça, c'est évident, c'est quand même compliqué de les remiser. Voilà. Et ça, il faut essayer de les satisfaire autrement. Alors, on parlait du bio juste avant, qui va être plus respectueux de l'environnement. Pour ma part, pour les déchets, essayer de consommer moins emballé, de consommer d'occasion, acheter de la seconde main, acheter moins de vêtements, mais peut-être un petit peu mieux, produits plus localement, etc. Et ça, nous, c'est un peu l'essence de notre défi Rien de neuf. C'est notre grande campagne 2018 qu'on relance en 2019, qui est de poser le défi aux participants, qui se sont inscrits par milliers, de ne rien acheter de neuf hors consommables, alimentation, etc. Rien acheter de neuf cette année et expérimenter la location, l'emprunt, le renoncement aussi, quelque part, quand on ne trouve pas l'alternative. La seconde main en partie, mais pas que l'achat d'occasion, il y a aussi beaucoup d'autres solutions. Donc clairement, consommer moins et autrement. D'accord. C'est intéressant déjà d'apporter la notion de sobriété, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a derrière cette discussion sur la consommation et le changement de consommation, que ce soit énergétique, de mobilité, environnementale, effectivement, ça nous amène à adopter un comportement
plus sobre. On voit bien qu'il y a les deux notions d'efficacité, de sobriété qui viennent un peu s'équilibrer. Je me tourne vers Anne-Laure. Toi, tu as l'habitude d'accompagner des individus, enfin des familles, des participants qui souhaitent changer leur comportement, être accompagnés dans le changement du comportement. Quand on parle de sobriété, comment ces personnes-là le vivent? Alors, j'imagine que déjà les gens qui viennent participer, c'est des gens qui sont volontaires. Oui, totalement. Mais est-ce que dans les discussions que tu peux entendre entre les participants, tu ressens que justement il y a des difficultés tout de même à accepter le fait qu'il faille s'imposer entre guillemets une forme de sobriété? À quel point ça peut être difficile pour les individus? Il y a de tout. Il y a ceux qui se... La première réflexion, je pense, qui vient d'abord, c'est de se rendre compte à quel point on est en capacité d'agir sur notre façon de consommer et au final qu'il est vraiment facile de consommer autrement sur plein d'éléments, que ce soit les vêtements, enfin tu en parlais tout à l'heure Thibaut, mais aussi les meubles. Finalement, on se rend compte qu'on a aujourd'hui plein d'outils qui nous permettent d'acheter différemment à partir du moment où on s'y intéresse. Après la difficulté, je pense qu'elle vient, enfin en tout cas celle que moi j'ai identifiée, et dont j'ai eu le plus de retours, c'est peut-être au niveau des enfants, parce que selon les âges, ils sont plutôt vers la dernière tendance de la marque qu'il faut absolument avoir. Après, du fait qu'ils grandissent, de toute façon, la garde-robe se renouvelle régulièrement, mais c'est vrai que le côté seconde main est peut-être un peu plus difficile à faire accepter aux enfants, et plutôt dans la partie de l'adolescence. Après, ou aux parents qui ont des enfants, justement. Oui. Et qui ont l'impression du coup de pas faire aussi bien que les parents qui achètent tout en neuf, tout nouveau chaque année, le nouveau cartable, ne serait-ce que la période de la rentrée scolaire. Il y a plein de matériel qui servait l'année dernière et qui peut être utilisé à nouveau. On n'a pas besoin de tout recommencer. Effectivement, les enfants c'est un exemple un peu évident, puisqu'on le voit même dans les défis autour de l'énergie, des foyers qui ont un enfant ou deux enfants. Du coup, c'est beaucoup plus difficile pour eux de mettre en place ces efforts que nécessite la sobriété, ou en tout cas le changement de comportement. Mais on voit bien ce qui s'exprime là. Les adultes n'en sont pas non plus épargnés de cette pression, entre guillemets, ou, je ne sais pas si on peut parler de pression, mais en tout cas de cette question qui est aussi sociale. C'est-à-dire que tout comme l'avantage d'avoir une approche collective, ça permet de donner un sens collectif à un changement individuel de comportement, donc de venir appuyer le sens qu'on se donne nous-mêmes à l'action qu'on est en train de faire, ça va dans l'autre sens aussi. La négative de cet aspect-là, c'est que ça peut être très difficile dans certains contextes pour certaines personnes de changer leur comportement parce qu'ils sont confrontés tous les jours, toute la journée, ou dans leurs groupes sociaux à des comportements qui sont eux pas sobres. Bon, effectivement, et c'est pour ça que on revient un peu dans les logiques de démarche collective, que ce soit sur des temps relativement longs tout de même, mais finalement assez courts, 6 mois, où là, on enclenche quelque chose, ou sur des engagements plus dans l'associatif, à plus long terme peut-être, où là on se rapproche de groupes sociaux qui partagent un peu les mêmes sens, et du coup ça peut aider. Est-ce que sur la sobriété, alors bon, on va peut-être pas rentrer trop dans le débat, mais et on y reviendra peut-être après, mais effectivement sobriété voulue, sobriété volontaire, sobriété subie. Tu parlais de besoins physiologiques tout à l'heure quand tu parlais se nourrir, se vêtir. On sent que derrière il y a quand même une question de justice sociale qui pointe. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure dans une autre question. On enchaîne avec la dernière question d'un francilien, de Jean, qui nous dit qu'il est d'accord pour consommer autrement de manière à limiter un maximum son impact pour la planète, mais pour lui, consommer autrement, c'est aussi entrer dans une logique où on fait évoluer la société. Et donc on passe de
de la classe ou du rang de consommateur à celui de citoyen. Du coup, comment passer du pouvoir d'achat au pouvoir d'agir? C'est une belle formule. Oui, je pense que la question qui est sous-jacente, si je me permets de reformuler, c'est un petit peu le fait, aujourd'hui on sait que pour changer la société, on peut le faire, en tout cas pour sa part individuellement, en changeant ses achats. On dit acheter c'est voter, ou Coluche disait déjà il suffirait de ne pas acheter, voilà. Donc ça c'est évident que c'est le pouvoir que l'on a de façon très très individuelle. Le but c'est au final changer la production et les entreprises, et ça les entreprises sont évidemment très à l'écoute des demandes de leurs consommateurs, des marchés, etc. Alors souvent un peu les deux catégories se renvoient la balle. Les citoyens, les personnes vont vous dire écoutez, moi je m'engage pas tant que les entreprises ne changent pas, qu'elles n'arrêtent pas le suremballage, etc. Et puis les entreprises vont dire moi on m'achète toujours ça, donc je vois pas pourquoi je changerais. C'est aux gens de changer leur comportement. Je pense qu'il y a, en fait, c'est les deux qui doivent évidemment agir. C'est bien d'être soi-même dans l'éthique de l'action et de faire ce que l'on peut, sans non plus porter tous les malheurs du monde sur ses épaules. Hein. On peut pas tout révolutionner soi-même. Il faut être nombreux. Et puis, c'est aussi aux entreprises de changer leur offre, et pas que être par rapport à la demande. Il faut qu'elles fassent évoluer leur offre, parce que les grandes entreprises ont très bien su nous vendre des milliers d'hectolitres de soda ou autre chose par publicité, par marketing. Donc je vois pas pourquoi elles pourraient pas aussi, ces entreprises, influer avec des produits aussi plus éco-friendly, et puis un autre marketing, tout simplement. Positif, ouais. Le pouvoir du marketing a été énorme, donc il peut aussi l'être dans l'autre sens. Oui, il peut y avoir un marketing vertueux, environnementalement parlant. Mais ce que j'entends moi dans la question de Jean, c'est ne pas être citoyen par la consommation, enfin pas que par la consommation, mais comment être citoyen politique. Quelles sont les modalités d'action en fait, quel est le pouvoir politique qu'un simple citoyen peut avoir? Est-ce qu'on a un pouvoir individuel? Est-ce qu'il faut s'agréger avec d'autres? Et quelle forme prennent ces agrégations? L'associatif est un bon moyen. Si un certain nombre de citoyens se retrouvent autour de valeurs et ont envie de les porter, l'associatif est une bonne façon de procéder. Après, il existe déjà beaucoup d'associations, donc c'est peut-être d'abord d'identifier les associations qui existent déjà, ou alors d'en créer une à part entière. Après, il y a aussi une façon de s'engager en politique, de présenter des listes, pas forcément avec une étiquette, mais en portant aussi certains projets pour. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire à soit s'engager dans de l'associatif ou créer sa propre liste. Alors l'associatif c'est très large du coup, mais c'est de l'associatif pour faire valoir une revendication d'un groupe social. C'est de l'associatif. Vous par exemple à la MRES, vous accueillez les adhésions individuelles. Vous travaillez avec des bénévoles. Alors, nous, à la MRES, en tant que telle, la MRES, c'est une tête de réseau. C'est une tête de réseau, donc, on n'a pas de bénévoles MRES. Par contre, les 120 associations que constitue notre réseau ont très largement des bénévoles. Donc, on organise, avec les associations, des campagnes de recrutement de bénévoles. Et puis, quand quelqu'un s'adresse à nous en nous disant, moi, j'aimerais bien m'engager pour participer au développement, de postes de compostage collectif ou de replantage de haies ou des missions plutôt de solidarité internationale. On l'aiguille vers l'association qui nous semble la plus... la mieux correspondre aux besoins, en tout cas, elle a envie de s'impliquer. Exactement. D'accord. Et ça, c'est vrai que ce type d'association, de tête de réseau, comme on dit, on peut les trouver sur tous les territoires. Oui. Encore une fois, un moteur de recherche, c'est quand même très pratique pour ça sur Internet, pour les trouver. Mais vous avez encore des catalogues dans vos mairies respectives
qui liste un peu toutes les associations, donc on peut les retrouver comme ça. En fait, là où je voulais arriver, parce que j'avais un peu des idées en tête en me disant, il y a aussi d'autres dimensions d'action. J'ai des enfants, ils mangent à la cantine de mon école, de leur école. C'est de la restauration collective, gros levier de changement sur la consommation, sur le déchet. Est-ce que je peux agir ? Je suis parent d'élèves, comment j'agis ? J'imagine, peut-être Thibaut, enfin tu vois, j'imagine qu'il y a aussi des petites pistes qui sont pas non plus dans le franchement politisé parti, qui sont pas non plus dans le collectif, où là il faut avoir aussi une certaine culture, une certaine appétence de la participation, de l'implication collective. Même si des personnes en général qui vont travailler l'administration de l'école pour passer au bio, ils font aussi partie de groupes comme ça. Mais voilà, il y a des interstices un peu partout. Bien sûr. C'est pas évident de les saisir, peut-être. Est-ce que vous, à Zero Waste, vous avez des bénévoles qui travaillent avec vous aussi, ou vous, justement, appuyez plutôt des mouvements, des groupes locaux, comme tu disais tout à l'heure ? Un petit peu tout. C'est important d'être en fait présent partout sur le territoire. Nous, notre travail, il est évidemment lié aux localités, aux collectivités, aux assos, mais aussi beaucoup au national. Et donc aujourd'hui, c'est très précieux pour nous d'avoir une cinquantaine à date de groupes locaux qui en fait vont voir les élus locaux, les entreprises, les assos. Et là, tu parlais des cantines. Aujourd'hui, il y a un fort mouvement de parents d'élèves qui, eux, évidemment, leur objectif, c'est moins de plastique dans les cantines. Ils ont même créé un collectif maintenant à part entière qui s'appelle Cantine sans plastique. Ça a commencé notamment à Strasbourg, à l'occasion du renouvellement du marché public d'achat des denrées alimentaires. Ils ont réussi à obtenir gain de cause et progressivement le retour à l'inox réutilisable. Donc ça, c'est très important. On ne l'identifie pas forcément tout de suite, mais il y a en fait on peut agir sur tout. Moi, ce que je pense qui est intéressant par rapport à cette question, c'est aussi toujours recontextualiser l'action individuelle dans une démarche globale et politique. Il y a beaucoup de gens qui font leur part, pour reprendre l'expression, en se disant, en fait, moi, en faisant ma part, je me coupe un petit peu du reste. Voilà, ça me regarde plus la politique, j'y crois plus, etc. En fait, les gens peuvent ne plus croire en la politique, c'est leur problème. Mais c'est important de se dire, moi, je fais quelque chose pour une question plus globale. Pourquoi est-ce que je me bats ? Je me bats contre les déchets, je me bats contre le gaspillage, etc. Donc c'est toujours important d'avoir ça en tête, parce que sinon on va faire une addition de consommateurs et de gens qui n'auront plus ce fond, pas idéologique, mais de conviction, qui fait que pourquoi est-ce qu'on agit à un moment donné ? Parce qu'il y a un problème. Et voilà, donc c'est important en tout cas toujours s'inscrire soi-même, même si on ne rejoint pas une asso ou quoi que ce soit, même si c'est fortement conseillé et efficace, de toujours s'inscrire dans une réflexion globale et pas se couper en fait du reste du monde en disant moi je vais faire mon truc dans mon coin et voilà. Oui, c'est effectivement le pouvoir d'agir, ça se manifeste au niveau individuel. Enfin, c'est un peu comme la poule et l'œuf, c'est-à-dire où est-ce que ça commence et où est-ce qu'on peut aller trouver les plus fortes leviers d'action. On ne sait jamais trop. Ça peut aussi s'initier dans l'esprit des gens parce que collectivement ils ont trouvé du sens dans ce qu'ils faisaient. Donc c'est intéressant d'aller se confronter à du collectif aussi, à bien comprendre que le changement de comportement il est situé. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis aussi. Il est situé contextuellement, géographiquement. Ouais. Tu parlais de marché public sur un territoire. S'inscrire dans des associations nous amène aussi à voir comment la politique est fabriquée, comment les territoires sont aménagés, comment on construit concrètement et comment on aménage et comment on prend des décisions qui sont assez lourdes de conséquences. Donc c'est parfois un peu rébarbatif, mais lire ou assister à des conseils municipaux, ça peut être très instructif. Bien sûr. Bon, il y a des associations qui font ce travail et avec lesquelles vous pourrez travailler près de chez vous. Merci pour vos réponses. On enchaîne, je regarde le temps qui déroule. On va essayer de rester dans le cadre de notre heure. Marie-Pierre de Sète qui nous dit « Bonjour, changer ses habitudes demande beaucoup de temps et aussi de moyens financiers. De plus, il est difficile de demander aux gens de faire toujours plus d'efforts. » Et là, on a une question un peu d'actualité autour de la mobilisation des Gilets jaunes. Et donc, elle nous demande ce qu'on en pense. On va répondre par section. Je te laisse la parole, Anne-Laure, sur changer ses habitudes. Ça demande du temps, ça demande des moyens financiers. Dans quelle mesure c'est du temps, dans quelle mesure c'est des moyens financiers ? Alors, grande question. D'abord, est-ce que ça demande du temps ? Changer ses habitudes, ça demande toujours du temps. Et parce que les habitudes, par définition, on les a depuis un certain temps, on les a aussi
appris, ils viennent de notre éducation, on les a peut-être aussi appris de notre côté à nos enfants. Donc changer les habitudes au sein d'un foyer, ça demande du temps. Moi, les familles que j'accompagne, en règle générale, je les accompagne pendant 6 mois, 4 mois parfois, un peu plus longtemps. Il y en a encore qui me recontactent maintenant. Mais changer ses habitudes et, par exemple, rentrer dans une démarche zéro déchet en ayant fait le tour de l'ensemble des pièces de la maison, en ayant convaincu chacun, déjà de prendre part à tous ces changements, mais aussi d'avoir changé ses habitudes une fois qu'on est à l'extérieur, c'est-à-dire, on part en vacances, là aussi on peut consommer différemment, quand on va chez des amis, voilà. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. La fiche vient de chuter. Mais c'est pas grave, c'est les joies du direct, même si on n'est pas en direct. Mais... Et donc moi ces familles-là, je leur dis en règle générale que pour changer l'ensemble de leurs habitudes, il faut au moins 3 ans. Voilà. Donc donnez-vous du temps, surtout. Ne précipitez pas les choses. Et je rejoins Thibaut sur ce qu'il disait tout à l'heure. Il vaut mieux y aller pas à pas et en être pleinement convaincu et ne jamais revenir en arrière, que foncer tête baissée et finalement faire marche en arrière ou alors faire face à certains membres de la famille qui viendraient à se braquer. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les moyens financiers, la démarche zéro déchet ne coûte pas plus cher. Par contre, ce que je vous déconseille de faire, c'est de commencer tout de suite à vous dire alors tout ça va pas, c'est pas du tout zéro déchet, donc je jette tous les stocks que j'avais pu faire parce que j'avais profité des dernières promos, pour la lessive, etc. Ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà. Vous consommez ce que vous avez déjà dans vos placards et progressivement vous y venez. Mais moi, je voudrais qu'on m'explique comment faire sa lessive soi-même coûte du coup plus cher que d'acheter celle qu'on trouve en supermarché. Jusqu'à présent, on n'a jamais démontré Mais peut-être que Marie-Pierre faisait allusion, alors pour l'aspect temporel, peut-être qu'elle faisait allusion aussi à, par exemple, je n'achète plus de produits cuisinés, donc je cuisine. Donc il y a du temps qui est pris à faire ce travail-là. Les moyens financiers, peut-être que c'était aussi lié à l'alimentaire, c'est-à-dire on considère que manger bio, c'est plus cher. Bon, encore une fois, c'est pas forcément vrai. Des études récentes montrent que les plus grosses marges sur le bio sont faites par la grande distribution, pas par des magasins de proximité ou des circuits courts. Donc si vous continuez à aller faire vos courses en grande surface, sachez-le. Le bio que vous achetez en grande surface n'est pas forcément un meilleur impact environnemental, et en plus la marge est beaucoup plus importante que dans d'autres commerces. Donc voilà, il faut le tester aussi. Il faut le tester pour voir et percevoir si ça prend plus de temps, si c'est plus difficile. Mais on sent bien dans la question de Marie-Pierre, donc il y a aussi l'aspect, c'est toujours au même qu'on demande de faire des efforts. Donc ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, les entreprises aussi, les logiques de distribution, aussi les distributeurs doivent aussi, les intermédiaires, doivent aussi changer. Et on en revient, on boucle un peu toujours la boucle en disant oui, on consomme, on a des besoins physiologiques. Puis il y a d'autres aspects de notre consommation qui appellent plus à la réflexion et peut-être plus à l'engagement, d'abord dans son propre comportement, puis ensuite un peu plus politiquement peut-être. Est-ce qu'il y a un lien, donc du coup, ce changement de consommation on va pas éluder la question quand même des gilets jaunes, parce qu'en plus c'est dans l'actualité, donc pourquoi pas en parler un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames qui peuvent être faits, on essaie de saisir ce mouvement, c'est probablement trop tôt pour essayer de comprendre qui sont les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils revendiquent, est-ce qu'ils font corps ou pas, est-ce que c'est politisé ou pas. Mais ceci dit, est-ce que pour toi, par exemple, Thibaut, est-ce que le mouvement qu'on voit aujourd'hui, pas qu'en France d'ailleurs, parce que dans d'autres pays, ça s'appelle peut-être pas gilets jaunes, mais ça bouge un peu, c'est lié à justement la prise de conscience qu'un autre mode de consommation est nécessaire?
Ouais, alors pour répondre à cette question, je voudrais repartir de l'aspect financier de la question. C'est clair que franchement, je pense que le zéro déchet, on fait des économies et en général, on dépense moins. Et aussi on consomme tout simplement, on achète moins de choses, mais ça c'est plus difficilement chiffrable. Qu'est-ce que je n'ai pas acheté donc que je garde sur mon compte? Mais ça c'est clair que quand on se dit en fait ça non, dans le rayon j'en ai pas besoin, ou sur vente privée voilà, tout simplement c'est vrai qu'on fait des économies. Il y a certaines choses par contre pour lesquelles il faut être assez clair, où ça va coûter plus cher. Je pense notamment aux vêtements, on en parlait avant. C'est clair que demain acheter un t-shirt blanc classique qui soit pas socialement dégueulasse ni environnementalement parlant, on le payera plus 5 € dans les grandes marques, dans les grands supermarchés français. Ça sera peut-être 30, 40, 50 €, et ça je vois pas comment on pourrait tirer un prix comme ça. Et je pense, moi c'est un peu le syndrome que j'appelle le syndrome de la fête est finie. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, oui, remettre du durable dans ce genre d'équipement, les textiles et d'autres biens auxquels je pense pas forcément tout de suite, mais c'est un bon exemple. Oui, ça coûtera plus cher, donc il faudra probablement en acheter moins, faire en sorte qu'ils durent plus longtemps, parce que c'est aussi peut-être qu'ils sont mieux faits, c'est qu'ils ont une meilleure durée de vie, c'est quand même le but au final, pas qu'ils durent que 6 mois. Et donc il y a un peu un syndrome, la fête est finie par rapport à ce qu'on a pu promettre. Alors quand je dis on, c'est plutôt un certain nombre d'élites politiques et industrielles, dire regardez, on vous fait des choses pas chères et tout va bien et ça va continuer éternellement comme ça. Je pense que les assos environnementales notamment n'ont jamais promis ce genre de choses, de dire ouais, ça va continuer à être pas cher, voilà, donc je nous mets pas du tout dedans. Et en fait, voilà, on rallume un peu les lumières après 30-40 ans de surconsommation et de consommation tous azimuts. L'exemple des t-shirts, je pense, est assez parlant. C'est vrai aussi pour le pétrole. Parce que, on s'est dit on va extraire du pétrole sans considérer les limites du pétrole extractible, des problèmes géopolitiques que ça pose, etc. Et donc là, depuis les années 2000-2010, on est un peu en train de rallumer les lumières. Et c'est vrai qu'une partie de la population à qui on a promis peut-être ce rêve, alors en l'occurrence un peu périurbain, de la maison individuelle, dont l'entretien, ce que j'ai pu lire, coûte plus cher, le transport coûte plus cher, il faut faire des routes, tirer les réseaux jusque-là, etc. Voilà, je crois qu'on est en train un peu de rallumer la lumière sur une partie de la société qui avait pu croire en ce genre de rêve quelque part. Et c'est quand même la société de la consommation, consommation de masse. Donc on est peut-être aussi alors toi tu dis c'est la fête est finie, moi j'appelle ça une fin de cycle quelque part. Oui, parce qu'au final il y a plein de choses à revoir et moi je trouve ça plutôt sympathique de se dire comment est-ce qu'on change tout ça. Donc je veux pas être complètement le corbeau de tempête mais et bon, alors les gilets jaunes clairement pour répondre à la question, je pense qu'il y a en fait, si c'est une revendication sociale, ça part de la taxe carbone, mais c'est un épiphénomène. Je pense que c'est en fait on s'en fout, c'est pas le sujet principal. Donc il y a une revendication sociale. Toute la question est comment est-ce qu'on arrive à convaincre et à montrer que social et environnemental sont tout à fait liés. Peut-être que les gens qui sont en galère financière, etc., peuvent aussi trouver des nouvelles marges et peut-être mieux vivre via une transition zéro déchet, bio, etc., parce qu'il y a quand même des vraies marges sur le pouvoir d'achat, si on parle dur argent, et comment faire comprendre que la transition environnementale, c'est aussi de l'égalité sociale. Mais par ailleurs, et on est bien placé au clair pour le savoir, il y a d'autres réformes qui sont en train d'avancer par ailleurs, notamment sur le remplacement d'équipements de chauffage un peu obsolètes, les chaudières au fioul, par exemple, qui concernent quand même beaucoup de Français encore aujourd'hui. Tu l'as quand même rappelé, il y a énormément de domaines de consommation dans lesquels on a quand même une sobriété subie. Des gens qui n'ont pas le choix que d'aller acheter un t-shirt à 5 € plutôt qu'un t-shirt à 35 parce qu'il est en coton bio et dont on ne sait même pas au final s'il a un réel meilleur impact environnemental. Enfin, c'est très compliqué de trouver ça. Donc on peut tout à fait entendre qu'en fait peut-être ce que j'avais entendu à une conférence par une chercheuse de l'économie sociale et solidaire qui disait moi l'innovation de l'économie moderne, j'ai l'impression que c'est nous proposer de vivre comme mes grands-parents, donc de revenir à une société plus sobre, énergétiquement parlant aussi, parce qu'on le dit rarement, et en fait la consommation énergétique progresse, elle continue d'avancer tranquillement, parce que tous les pays en voie de développement se mettent au niveau des pays déjà développés, premièrement, mais même nous, nationalement, on continue de consommer plus.
Demain, si on passe des voitures à moteur thermique à de l'électrique partout, il faut quand même la produire, cette électricité. Mais pour revenir à la question des gilets jaunes, il y a quand même une question de justice sociale, c'est-à-dire pour permettre à une partie de la population d'embarquer dans une sobriété plus subie mais volontaire. Voilà, il faut en avoir les moyens politiques, soit changer ces logiciels psychologiques, mais du coup ça aide quand même pas mal de pas se le voir imposer finalement, d'avoir les moyens de le choisir. Ce que font d'autres parties de la population qui elles sont beaucoup mieux dotées peut-être et qui le font volontairement. Bien sûr. Non mais ça après ça c'est une politique publique et je pense que les assos l'ont toujours demandé. Elles ont toujours demandé le fléchage des recettes environnementales sur l'accompagnement. Et aujourd'hui le gouvernement a fait le choix justement de ne pas procéder à ce fléchage, en tout cas minoritairement, de façon minoritaire, et ça c'est très problématique. Je crois que c'est une revendication que j'ai beaucoup entendue un peu dans les différentes manifestations des derniers temps. C'est oui de toute façon ça revient pas à l'environnement. C'est hyper compliqué de faire passer des réformes quand vous dites aux gens c'est une vérité un peu brute, mais c'est clair que ouais. On peut comprendre que c'était pour certains un argument justement pour pas avoir à parler de la complexité et du nécessaire changement climatique, et probablement une partie s'en désintéresse, mais une autre partie ne s'en désintéresse pas du tout a priori, puisqu'on a quand même vu beaucoup de gilets verts rejoindre les gilets jaunes et vice-versa. Et des marches pour le climat ces derniers temps, quand même, bien sûr. Qui ont aussi beaucoup mobilisé. On ne s'attardera pas plus longtemps sur cette question d'actualité, mais c'était intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. On avance et on va essayer de conclure dans les 10 prochaines minutes. Attention, challenge. Donc Thomas qui nous pose une question très technique et très pratique. Donc lui il vient d'emménager dans une maison depuis 1 an. Il calcule sa consommation annuelle d'électricité, 1 300 € par an. Donc il manque énormément d'éléments dans la question de Thomas pour pouvoir lui répondre en fait. Ça dépend de l'année de construction de sa maison, du niveau d'isolation, de son matériel, de son équipement de chauffage. De là où elle se situe. De là où est-ce qu'elle se situe. Donc Thomas, il faudra nous envoyer une question plus précise la prochaine fois, ou contacter le conseiller faire le plus proche de chez vous. C'est très simple à trouver. Il y a un maillage national où il y a au moins un espace info-énergie par département. Donc vous avez forcément un espace info-énergie près de chez vous qui peut répondre à ces questions très précisément. Mais ceci dit, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Donc il nous fait le descriptif de son matériel et il parle de radiateurs électriques, de frigo, de gros congélateurs. Il y a quand même des matériels, des équipements qui sont beaucoup plus consommateurs que d'autres. Est-ce que tu peux nous éclairer rapidement là-dessus, Anne-Laure Alors, oui, alors moi je n'ai pas de grandes connaissances sur ces différents équipements, si ce n'est que il faut qu'ils soient de toute façon adaptés aux besoins. Ça c'est une des choses sur lesquelles on travaille avec les familles. Alors je leur demande pas évidemment dans les 6 mois de changer de frigo, mais pour celles qui se posent la question de leur équipement qui peut être un petit peu qui doit évoluer ou être changé, c'est peut-être de voir si le frigo effectivement il a besoin d'avoir les 3 bacs congélateurs en dessous, ou est-ce qu'ils peuvent s'en passer, et puis donc là Thomas nous parle d'un gros congélateur. Alors si effectivement il a un gros potager et un verger derrière et qu'il a qu'il s'approvisionne auprès des producteurs locaux et que ça lui permet de stocker des vivres pour l'hiver, pourquoi pas, mais peut-être qu'il n'a pas la nécessité d'un gros congélateur. On voit un peu les paradoxes aussi dans lesquels on peut se retrouver quand on fait du circuit court par exemple. On achète un demi-agneau, de la viande généralement, ou du poisson. Le mode de conservation aujourd'hui qui est aussi poussé par la logique de la société matérielle, c'est d'avoir un congélateur. C'est quand même très pratique, il faut le dire, mais il y a d'autres modes de conservation qui demandent quand même plus de temps. Faire des conserves, faire des confits, faire des choses comme ça, de la lactofermentation. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que ça nécessite plus de temps, de savoir-faire. Et plus de connaissances. Et plus de savoir-faire.
Donc Thomas, on ne peut pas te dire si la note est salée, 1300 € par an, ça dépend de beaucoup de facteurs, tu l'auras compris, mais ceci dit, si on en revient à la consommation, sachez que, et vous le savez, puisque maintenant c'est quand même c'est obligatoire, vous avez, quand vous achetez du matériel électroménager, gros ou petit électroménager, vous avez des étiquettes de performance énergétique. Et l'air de rien, la différence entre un matériel A++, je ne sais pas s'il y a un troisième plus maintenant, pas sûr, pas encore, et un matériel classé C, elle est, voilà, sur une année, ça se voit, sur 2 ans, ça se voit encore plus, et sur 10 ans, c'est évident sur les factures. Donc voilà, c'est une manière de réduire sa facture, même si ça coûte plus cher à l'achat. Il y a aussi des choses à voir là-dessus, et de voilà, environnementalement réduire l'impact. Sophie, qui nous envoie une question d'Espagne, qui nous demande comment lutter concrètement contre l'utilisation intensive des ressources naturelles. Donc elle parle de déforestation, d'étalement urbain. Nous on s'est dit en voyant cette question, donc, et que peuvent faire les citoyens vis-à-vis de ça. Donc là on parle un peu de l'approche, voilà, de la complexité, de l'approche systémique. On entend beaucoup parler en ce moment d'effondrement, de collapsologie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur la difficulté de s'approprier un peu ces questions-là? Oui. Moi, je pense qu'il faut, une fois qu'on a pris conscience des problèmes environnementaux, déjà il ne faut pas vouloir porter sur ses épaules tous les problèmes du monde, ça c'est clair et net. Par contre, c'est important d'être dans l'éthique de l'action. Moi, j'en réfère à l'éthique parce qu'il y en a qui, ayant soulevé le couvercle, se disent ok, en fait non, je referme, c'est pas mon problème. Si, quand vous savez, il y a une question d'éthique à agir. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les problèmes environnementaux auxquels on va faire face. Pablo Servigne a écrit des très bons bouquins. Le rapport du Club de Rome des années 70, les limites à la croissance, nous alertait déjà beaucoup sur toutes ces choses-là. Donc c'est important de comprendre aussi tous ces phénomènes pour pas simplement se limiter à des analyses très très courtes de télé, etc. Il faut s'approprier le sujet dans sa complexité, voir qu'en fait tout est lié. Souvent on a tendance, mais comment on va régler les problèmes? C'est l'agriculture, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est tout à la fois. Ça c'est clair. Après, comment lutter de façon, là je pense qu'il y a une question de la globalité, comment avoir un impact ensemble, il faut se compter, il faut que chacun, on s'identifie, on rejoigne des mouvements citoyens, des assos, pour ensemble être plus nombreux, plus efficaces, et puis faire pression sur les entreprises et les décideurs publics. Ça c'est... Il faut se compter, mais il faut savoir qu'on peut compter aussi sur un système de prise de décision, d'arbitrage politique et collectif, qui va dans le sens plutôt d'une réduction de l'impact environnemental ou de la sobriété. Et vous y travaillez aussi, j'imagine. Et oui, et en ce sens-là, ne serait-ce qu'adhérer à une asso, alors là plutôt nationale si on veut faire un truc plus politique, mais même les assos locales, c'est hyper important. Le poids des municipalités est très important. Adhérer à une asso, lui permettre de nous financer. La majeure partie du budget provient de plus de 2000 adhérents qui nous financent. Donc sinon, on ne pourrait pas avoir une équipe de 10 personnes qui travaillent. C'est quand même notre boulot de faire ce travail de politique publique-là, de les faire avancer. Donc rejoindre des assos et toute forme de mouvement pour la transition, c'est hyper important. Quel que soit votre sujet, évidemment, vous ne pouvez pas adhérer aux 20 assos du réseau Action Climat, sauf si vous en avez les moyens. Mais voilà, vous pouvez choisir vos causes, mais c'est important de s'il y a des donateurs ou des donatrices, entendez-nous. Alors je me tourne vers toi parce qu'au début de l'émission, tu nous as dit que tu travaillais à l'accompagnement des collectivités. Comment tu t'y prends? Déjà, c'est quoi les questions, sur quelles questions les collectivités viennent te chercher, et si tu peux aborder l'idée ou l'approche que tu as de l'économie circulaire. Oui. Alors moi, la façon dont les collectivités viennent me chercher, ça va être du coup sur l'animation à proprement parler, de défi zéro déchet, là c'est la première clé d'entrée. Voilà. Après, ça va être plutôt sur l'élaboration de plans ou de programmes en lien avec la prévention des déchets notamment. Où là, on va essayer de voir de quelle façon les associations membres du réseau vont pouvoir apporter des réponses concrètes aux habitants des territoires sur lesquels on m'a sollicité. Et donc, économie circulaire, alors c'est plutôt
on va dire en opposition à une conception plutôt linéaire de l'économie qu'on a depuis un certain temps maintenant. Et l'économie circulaire, elle a du coup une dimension plutôt vertueuse, où on part, on va dire plutôt d'une éco-conception. Voilà, ensuite on passe, donc ça c'est plus... Est-ce que tu peux nous définir éco-conception? Ça va être... alors, c'est quelque chose de relativement technique et puis de relativement nouveau aussi. Et de relativement nouveau, mais ça va être au niveau des entreprises, au niveau des choix des matériaux, au niveau de l'utilisation des différentes sources d'énergie aussi dans la conception. Ce qu'on appelle les énergies grises de manière générale aussi. Voilà, la consommation d'eau que représente aussi la production d'un produit. Voilà, donc ça va être sur ces aspects-là que les entreprises vont pouvoir faire des choix. Nous, en tant que consommateurs, on peut aussi faire le choix de produits qui ont été éco-conçus. Et puis ensuite, on le disait tout à l'heure, on l'a largement dit, par rapport à la qualité des produits, leur impact environnemental sur lesquels on peut être particulièrement attentif, la seconde main dont parlait Thibaut tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce produit-là et qu'on a réaliser l'acte d'achat, il y a toute la partie réemploi, réutilisation, voilà, parce que nous, il nous a servi peut-être un temps et puis en fait, il peut intéresser quelqu'un d'autre, soit on le vend, soit on le prête, soit on l'échange, voilà, donc il y a ces différentes façons-là, et puis ensuite, il y a le recyclage, c'est-à-dire qu'un produit qui a été éco-conçu, a priori, il a aussi de plus grandes chances d'être mieux recyclé, et donc ça passe aussi donc forcément par un bon tri, et une fois qu'on a trié, c'est de voir comment ces matières-là peuvent être réutilisées à nouveau dans la conception de nouveaux produits. Voilà, donc c'est dans une conception circulaire. Ouais, je vois bien. Mais dans l'économie circulaire, il y a aussi une question de relocaliser aussi des filières. Parce que quand Sophie, dans sa question, nous parle d'étalement urbain, comme elle exemplifie en fait l'utilisation intensive des ressources naturelles, et puis bon voilà, elle parle d'étalement urbain. L'étalement urbain, donc c'est l'étalement du périmètre, on va dire, de la commune, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain en général. Mais il y a un autre étalement urbain qui est l'étalement urbain de où est-ce que les villes vont capter leurs ressources, jusqu'où elles étendent leurs tentacules, on va dire, énergétiques, de ressources aussi matérielles. Et donc, on en revient, voilà, une tomate dans un supermarché a fait trop... C'est l'exemple type de la tomate, mais c'est pareil avec le mobilier, c'est pareil avec... Et ça me fait penser, il y a 15 jours de ça, du coup, une des sollicitations que j'avais reçues d'une commune était d'organiser une conférence sur l'économie circulaire pour le grand public, pour expliquer ce que c'est. Et donc, on avait fait intervenir un certain nombre d'entreprises et de porteurs de projets locaux pour expliquer ce qu'ils faisaient aujourd'hui concrètement au niveau de l'économie circulaire du territoire. Et donc, il y a notamment des entreprises qui organisent, à nouveau, on parlait tout à l'heure de logistique, mais aussi la logistique que engendre l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des villes, on détruit, on démonte des bâtiments pour en reconstruire d'autres. Et donc, finalement, ces matériaux-là qui ont été qui sont issus de la démolition peuvent être réutilisés pour servir à la construction de nouveaux projets voilà, d'immeubles ou de bâtiments sur une seule et même commune. Et donc il y a effectivement toute une réflexion à mener à l'échelle d'un territoire sur l'utilisation des ressources et sur leurs approvisionnements pour les nouveaux projets d'aménagement. Ouais. D'accord. Et dans ta réponse, il y a aussi des éléments, donc on parlait un peu d'approche systémique tout à l'heure, il y a aussi des éléments de compréhension, en tout cas d'enjeux autour de la question de l'infrastructure. Et c'est... Alors on va pas s'étendre sur le sujet puisqu'on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, mais c'est quand même intéressant d'arriver à trouver des études ou des rapports qui nous indiquent quel est l'impact de notre pratique, de notre consommation, de nos usages individuels et collectifs sur le lointain. Quand on regarde un film en streaming, en fait, sa consommation, sa facture d'électricité est relativement faible. Par contre, ça engendre le fonctionnement de tout un circuit mondialisé de l'internet, je parle comme si j'avais 60 ans, de l'internet, qui lui consomme énormément. Et donc on le voit, il y a le Shift Project qui a sorti un rapport récemment sur la consommation numérique, et on voit bien que la consommation numérique est en train de prendre de plus en plus d'importance, mais c'est pareil pour la mobilité, c'est pareil. Donc
voilà, les infrastructures sont importantes, relocaliser peut-être un peu la production, remettre des trains sur le territoire, enfin bref. Voilà, c'est à la fois l'équilibre qu'on a évoqué tout au long de l'émission, entre changer son comportement individuel et inciter les acteurs publics, les acteurs privés qui ont des actions déterminantes à faire changer leur offre et leur comportement. J'arrête là. Je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous vos sentiments, vos avis et votre expertise, vos expériences plutôt. Merci Anne-Laure et merci Thibaut. Merci. Voilà, vous pouvez retrouver l'action de leurs associations respectives sur Internet, bien sûr. Je remercie sans plus tarder notre partenaire l'ADEME, grâce à laquelle cette émission peut être produite. Et j'en profite pour vous rappeler que l'ADEME produit énormément de travaux intéressants, des plaquettes à l'usage du grand public qui sont très bien faits, dans lesquels vous pouvez trouver énormément d'informations très intéressantes sur tout ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui comme sujet. J'en profite aussi pour faire un peu du teasing, d'anticiper sur la sortie de ce qu'on appelle un chatbot qui est en train d'être produit aussi à l'ADEME et qui s'appelle André avec 2D. Vous pourrez le trouver sur Facebook. C'est très intéressant comme petite fonction, comme logiciel, parce que ça vous permet de poser des questions et d'avoir des réponses immédiates. Et ça vient chercher dans tout le corpus scientifique de l'ADEME. Voilà, je remercie aussi Actu Environnement, nos deux partenaires Actu Environnement et la Maison écologique. Et sur le site du Clair, vous pouvez aussi vous procurer cette petite revue, le Clair Info, sur les ressorts de l'engagement citoyen. J'en profite pour faire du placement pour le travail de notre collègue Jeanne. Merci beaucoup. Tout près de chez vous, www.fer.fr. Retrouvez vos conseillers FER, des conseils sur la rénovation, sur l'habitat, sur le matériel domestique. Voilà. C'est non lucratif, c'est libre et c'est gratuit. Merci beaucoup.